Je vais commencer par Eduardo Manuel, que je suis content de revoir aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'est vu, il y a bientôt 3 ans, je crois, oui. C'était à la Sorbonne, c'était un colloque qui était consacré à la valeur littéraire. Et nous avions beaucoup dialogué une après-midi. Et je voudrais que nous reprenions ce dialogue-là ici, aujourd'hui, mais par rapport à un sujet qui est un sujet particulier, qui est celui d'Édouard Glissant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Eduardo Manuel dans le champ de la littérature française contemporaine, je rappellerai que Eduardo Manuel est souvent désigné, considéré comme le plus français des écrivains cubains ou le plus cubain des écrivains français, et parce qu'une partie de son œuvre est écrite en français et qu'il est l'auteur d'un certain nombre d'œuvres qui ont compté dans la littérature française, parmi lesquelles je citerai le roman Rhapsodie cubaine qui avait gagné le prix Interallié en 1996. Et je signalerai surtout le premier texte que j'ai lu de vous, il y a très très longtemps, c'était L'île du lézard vert, et qui avait obtenu à l'époque le prix Goncourt des lycéens. C'est comme ça en fait que je vous avais découvert moi. Et récemment, 2 textes qui m'ont intéressé, parce qu'il s'agit de regarder l'histoire de Cuba par la petite porte. C'est La maîtresse du commandant, oui. et qui met en scène, bien sûr, n'est-ce pas, les relations entre celui qu'on sait, fidèle, et puis une histoire passionnée d'amour. Et surtout votre dernier texte qui est consacré au frère Castro, qui est une sorte de révélation pour ceux qui ne connaissent pas en fait Cuba, de cette histoire, qui est une histoire assez particulière de l'île. Et il me semble que cet intérêt que vous avez dans votre œuvre pour Cuba, qui est votre pays d'origine, permet effectivement de relier cette œuvre à celle d'Édouard Glissant, qui lui aussi était fasciné par Cuba, qui a été très intéressé par la politique cubaine et qui était nourri par les relations que les écrivains cubains avaient entretenues avec les écrivains haïtiens, caribéens, martiniquais, guadeloupéens et même africains, pour un certain nombre d'entre eux. Et il me semble que c'est dans cette relation-là que l'on pourrait vous interroger aujourd'hui. Et je commencerai par vous poser une première question, à savoir comment avez-vous rencontré Édouard Glissant ? Quelles sont les relations que vous avez entretenues avec lui ? Est-ce que vous avez des affinités électives, hein, du point de vue intellectuel ou bien du point de vue littéraire ? C'est par là que je commencerai, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Et je crois que j'ai 30 minutes. Oui. Oui. Oui, au moins. Oui. OK. Non, parce que je fais aussi du cinéma. Et c'est curieusement, j'ai fait du cinéma à Cuba et un seul film en France. Donc, à Cuba, on me connaît comme cinéaste et critique du cinéma. D'ailleurs, on vient de publier. Je suis très heureux. On a publié à Cuba mes critiques dans les années 60 pour le journal Gramma, la Pravda cubaine de l'époque, et puis Cine Cubano, qui appartient à la Cinémathèque de Cuba. Donc, je suis extrêmement fier parce que la collection des critiques de Gramma, ça a été publié à Santiago de Cuba où je suis né. Et puis, Cine Cubano, j'avais été nommé son directeur, après vice-directeur, et finalement, j'ai décidé, je voulais faire des films, que écrire. Bon, mais passons maintenant à parler de ce qu'est le but de notre rencontre. Je dois vous faire un aveu. C'est-à-dire que j'ai décidé de vivre les dernières années de ma vie très dangereusement. C'est-à-dire en disant toujours la vérité. Donc, voilà, dangereusement, je vous dis, je continue à avoir les mêmes sentiments, attitudes, idées, je ne sais pas comment les nommer, de mon adolescence. C'est-à-dire, adolescent, j'avais de l'admiration pour des écrivains, des artistes connus, morts, etc. Et depuis, des écrivains et des gens que je connaissais, dont justement, par exemple, parlant de Cuba, Nicolas Guillen, qui était quelqu'un de très proche à moi. Et j'ai toujours cru, à cette époque,
Et j'aimerais continuer à les croire maintenant qu'un artiste, un intellectuel, un écrivain surtout, c'est quelqu'un qui doit être premièrement généreux, pas jaloux des autres, au contraire, et puis curieux, parce que comment apprendre si on n'est pas curieux, si on ne va comme les enfants qui demandent pourquoi. Et je crois que ça fait partie. Quand je rencontre, j'ai eu la chance, parfois la mauvaise chance ou la malchance, de trouver des artistes, des écrivains que j'avais admirés, en les rencontrant personnellement, je les trouvais odieux ou odieuses. Et ça me faisait de la peine parce que j'admirais certains collègues ou certains artistes et en les connaissant, je me disais, mais ils sont vraiment pauvres d'esprit, puisque orgueilleux, prise de tête, prétentieux, égoïstes. Ce n'était pas du tout le cas des Glissant, d'Édouard. Il est venu à Cuba, à ce moment, c'était le début de la Révolution, et tout le monde venait à Cuba. C'était le passage obligatoire de tous les artistes, les écrivains, les peintres, Sartre, vous le savez bien, Simone, Jean-Luc Godard, qui était à ce moment avec Anne Wianczeski, que j'aimais beaucoup et qui est morte l'année dernière, cette année. Puis, évidemment, les écrivains et les artistes de l'Amérique latine, René Depestre, qui était à cette époque aussi, et Glissant, Édouard. Alors, j'avais invité chez moi à déjeuner, on parlait, etc. Et puis, curieux, écoutez, j'adore la musique, je travaille toujours la musique, mais ce jour-là, il écoutait du jazz. Alors, comme Cuba venait de se fâcher avec les États-Unis, un écrivain qui était à ce moment extrêmement proche de la révolution et du gouvernement, il me dit, tu écoutes le jazz? Je dis, oui, j'adore le jazz, mais je ne suis pas le seul. Il y a tous mes camarades, Thomas Gutiérrez Salé, qui ferait plus tard les films Fraises et chocolat, etc. Et parce qu'il avait une relation, Cabrera Infante, par exemple, aussi, une relation très forte entre les musiciens noirs américains et les musiciens noirs cubains. Par exemple, il avait, dans les années 40, je crois, 50, Chano Pozo. Chano Pozo, c'était un grand batteur. Il était santero, c'est-à-dire il était de la religion vaudou noire cubaine. Enfin, la santerie, que c'est un petit peu comme comme en Haïti. Mais donc, il jouait depuis tout jeune avec les grands, ce qu'on appelle les tambours royaux, des énormes tambours. Donc, il tombait pam, 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 pam. Et ça le faisait, il avait une force des bras, des mains. Et au moment de passer après au timbales et au petit, il était extraordinaire. Et puis, Lionel Hampton, un grand jazzman américain, est passé, il a pris, il est passé à New York. Il jouait avec Duke Ellington même, et à un moment donné, il était un petit peu excessif, il buvait, etc., et on l'a tué dans un bar, hélas, Chano Pozo. Mais je l'expliquais, comme disais à Édouard, à Glissant, cette relation qui n'avait rien à voir avec la politique. C'est-à-dire une relation qui est toujours un petit peu la relation qui existe entre les musiciens. Ils sont musiciens. Donc, que ce soit de droite, de gauche, je disais parfois, ils sont musiciens, et puis, c'est comprendre à travers la musique que ça me parlait. Mais Glissant, contrairement à beaucoup des amis qui passaient et arrivaient à Cuba, pardon,
la grande partie voulait surtout rencontrer les stars de la Révolution. Fidel, Lecce, toutes les dames qui passaient à ce moment, journalistes, Lecce, c'était ce monstre sacré, beau comme un acteur de cinéma, et très fort, et très indépendant, et qui... Bon, mais c'était un personnage extraordinaire, j'ai eu la chance de le connaître, donc je peux... Mais Glissant s'intéressait surtout au peuple, aux Cubains. Et il avait vu tout de suite ce que pendant des années et des années, parce que j'ai quitté en 68, quand Fidel a accepté l'entrée des chars russes à Prague, et je connaissais très bien la situation des amis tchèques qui ne voulaient pas faire une révolution, faire un passage vers le capitalisme, etc. Ils voulaient faire un socialisme au visage humain, comme disait. Voilà. Et depuis ces années, j'avais la sensation, et un cliché que je détestais de tous les touristes de toute l'Europe qui allaient à Cuba, les clichés, les Cubains sont sympathiques, ils aiment la musique, ils aiment danser, etc. Depuis 1968, comme on avait coupé le pont entre Fidel et moi, je restais en dehors, j'ai écrit mes livres parfois comme la maîtresse du commandant, etc., sur Fidel, tout de même. Et en 2014, j'étais invité pour la première rencontre de théâtre français à Cuba. J'avais écrit une pièce en espagnol qui s'appelait Las Monjas, mais j'avais traduit et présenté sous le nom de Lennon. J'avais la chance d'avoir les meilleurs metteurs en scène de l'époque, mon ami Roger Blin. Et Mes petites nonnes, dans le plus petit théâtre de Paris, a un succès de 2 ans. Elle continue à être jouée partout. Et cette année-là, pour la rencontre des théâtres français à Cuba, la meilleure actrice et la meilleure metteur en scène de Cuba, on l'appelle la Nouchkine cubaine, Flora Lauten, a fait les nonnes. Et donc on s'est rencontrés, et j'ai compris qu'elle avait envie de... Elle était metteur en scène, d'être actrice. Pendant des années, elle ne jouait pas. Et je lui ai dit, écoute, j'adore les lettres de Teresa d'Avila, pas Santa Teresa, Teresa d'Avila, je crois que c'était une femme extraordinaire, et qu'on peut faire quelque chose avec. Et donc, finalement, avec son dramaturge, j'ai écrit une pièce qui s'appelait Extase, et je suis allé en 2015. 3 mois à Cuba chez mon ami. Il avait une maison sublime avec, j'avais un petit balcon dans lequel, à la tombée du jour, je voyais le soleil. Le plus beau spectacle du monde. Je n'avais pas besoin de télé ni rien parce que c'était d'une beauté extraordinaire. La descente du soleil à Cuba, derrière la mer. Et 3 mois, j'ai compris que les clichés étaient vrais. Écoutez, j'ai un grand ami qui c'est Guy Christophe, qui était le numéro 2 de l'ambassade cubaine, de l'ambassade française à Cuba, un camarade, un ami, sa femme Dina Mendoza de El Salvador. Et Guy me disait, adore Cuba, adore les Cubains. On a fait un groupe dans l'ambassade française, des artistes cubains, magnifiques. Elle me dit, dans quel pays du monde quelqu'un appelle ministère de la Culture, ministère de l'Intérieur, dans quel pays du monde il y a un téléphoniste qui dit « Si, mi amor ». Et c'est si mi amore, perché Flora a toujours une cuisinière, Sonia, la meilleure cuisinière du monde. Il faisait les plats cubains, mais tout le monde adore.
et un chauffeur qui était plus ou moins garde-corps parce qu'il habitait toute seule dans une grande maison, et il avait un peu peur, etc., etc. Ces gens étaient des qualités humaines. Quand je suis parti, tous les deux ont pleuré. La dame sentimentale, mais le monsieur qui avait lutté en Angola et qui avait une plaque de... C'est ça. Et c'est ça, malheureusement, que le tourisme de masse, je voyais la terrible situation d'un gros Allemand laid comme tout, mais comme money, euro, et une belle cubaine très jeune, black, montée dans... Bon, mais c'est comme ça, c'est le problème là. Mais c'est ça qui avait surtout glissant, c'était le peuple. C'était la connaissance du peuple, et il avait eu cette intuition de que ce peuple était peut-être si amable, peut-être si ouvert, parce qu'il avait les mélanges. Il y a beaucoup de black, mais il y a beaucoup de mélanges, de mulâtres, de mulâtresses, et que c'est ces mélanges qui a fait un petit peu, peut-être, qui créent des liens et qui ne sont pas, par exemple, les Cubains, nés dans son histoire cubaine, ne détestaient pas les Espagnols. Pourtant, les Espagnols méritaient d'être vraiment détestés pour tout ce qu'ils avaient fait à toute l'Amérique latine et Cuba. Le père de Fidel Castro, vous le savez, avait combattu contre les Cubains. Et après, il est retourné, là, une fois la guerre finie, retourné, c'est là où il s'est installé à Cuba. Les Cubains appelaient, tous les Espagnols appelaient gallegos, galiciens. Même là. Et c'est peut-être ce fait qu'il y avait beaucoup de mélanges. Les Espagnols avaient une grande qualité, ils adoraient les blacks et les métis. Donc, quand ils étaient les colons, c'était pire que Weinstein, Harvey avec les actrices. Il a arrivé à avoir des enfants avec tous les jeunes, belles, petites esclaves qu'il savait. Mais après, ça a continué cette sorte de mélange. Pas comme les Britanniques qui ne se mélangent pas parce que God l'interdit. Mais c'est ça que la qualité qu'il me disait, qu'il croyait vraiment, c'est les mélanges. Les mélanges. Et quand vous connaissez l'histoire terrible de l'Allemagne nazie, c'était la pureté, cette pureté à la longue ferme les portes. Les blancs est blanc, les blancs doivent être avec les blancs, etc. Et c'est ça que nous avons commencé à parler, sous un air de jazz, presque toujours, Édouard Glissant et moi, sur ce qui faisait cette qualité cubaine en dehors, avec la Révolution, mais c'est normal qu'il a eu cette Révolution de cette manière dans ces pays-là. Parce que, et depuis toujours, il avait cette passion d'avoir une nation forte, une nation généreuse, et c'était au début de la Révolution, les promesses qu'avait fait Fidel, c'était ça. Après, il a oublié ces promesses, mais peu importe. Et cette qualité que peu à peu, je commençais à voir chez Édouard Glissant. C'est-à-dire, il ne cherchait pas d'entrer en relation avec le pouvoir, avec les stars de la Révolution. Je ne sais pas s'il a rencontré les chefs à aucun moment, je ne crois pas. Mais par contre, marcher dans la rue, parler avec les gens, connaître ce que pouvait être le goût de cette population mélangée, qui était effectivement la musique, et qui était vraiment même la poésie. C'est très curieux, mais c'est-à-dire que vous savez qu'il y a les paysans cubains, les guajiros, ils s'improvisaient comme
à l'époque médiévale, ils improvisaient à partir des thèmes. Et c'est comme ça que c'est la Guantanamera. La Guantanamera, c'est surtout aussi, c'est inspiré par les poèmes de Martí, mais après, on passait à l'improvisation, et il y a des poètes, donc des poètes un petit peu partout. Et il trouvait cela. Mais il n'avait pas beaucoup aussi des gens, il n'était pas célèbre du tout à ce moment. Hein. C'était quelqu'un, un ami de Cuba, un écrivain, etc. Ce n'était pas Sartre ni les grands écrivains qui arrivaient, qui avaient les traducteurs et qui avaient non, il se mêlait vraiment. C'était ce qu'il me disait, c'est je vais connaître le peuple cubain tel qu'il est, pas tel qu'on le raconte. Et ça c'est une hantise chez moi, à travers les années, entre guillemets, d'exil, parce que je ne me suis jamais exilé. J'ai quitté Cuba, il y a quelqu'un qui a décidé, Alfredo Guevara, qui était mon chef à l'écaille, et c'est lui qui a décidé, c'est authentique, hein, je dis la vérité, je vis dangereusement, il a décidé que j'étais exilé. Moi, je ne suis jamais exilé. Mais moi, considéré comme exilé jusqu'au moment où, en 2014, j'étais invité, puis faut pas... J'étais très ami à un moment donné de Raoul. À l'université, il y avait un groupe autour de Guevara, Alfredo, qui était formidable dans sa jeunesse. Après, il a vieilli, il est devenu extrêmement méchant, un serpent venimeux. Mais à cette époque, au début, il était très, très activiste. Il ne disait pas qu'il était communiste, mais il était très activiste. Il avait autour un groupe de jeunes, qu'on était Cabrera Infante, et Néstor Almendros, qui était catalan, mais qui était à Cuba, est venu, il voulait depuis toujours faire du cinéma, et après il a gagné le prix Oscar, etc., Titon, etc. Et il y avait aussi Raoul. Et nous allions ensemble au cinéma, voir les Max Brothers, parce qu'on était à l'université officielle et une université clandestine du Parti communiste, et nous recevons les cours d'économie de Carlos Rafael Rodríguez. C'était un génie. Et sa femme, Edith Garcia Buchaca, à ce moment. Elle enseignait la philosophie, on était là. Et Carlos Rafael Rodríguez, qui était vraiment d'un humour extraordinaire, nous disait, il ne faut pas oublier, il faut tenir compte de Marx. Mais je ne parle pas simplement de Karl Marx, je parle de Max Roder. Il adorait Groucho. Et alors, quand il avait, à l'époque, il avait les cinémas américains, tous, il avait coupé, tous les cinémas étaient américains. Il passait les films américains, mais il y avait des petites salles de cinéma où on parlait de vieux films, c'était comme une cinémathèque. Et là, quand on avait les Marx Brothers quelque part, on allait en groupe, même sous la pluie, sous les aguaceros, comme on dit à Cuba, et quand tombe, il faut oublier là. Et c'est ça que avait aussi intéressé beaucoup Édouard Glissant. Cette relation que nous avions d'amis, les uns étaient écrivains, les autres voulaient faire du cinéma. Il y avait quelqu'un qui faisait des études de droit et qu'il ne le dira jamais, mais il écrivait parfois des poèmes, Raúl Castro. Il avait quelque part une qualité humaine, et c'est ça aussi, je crois, le fond principal, pour moi, de Glissant, cette humanité. Cette humanité que je vous dis, quand il y a un grand artiste, la première chose que j'essaie de trouver, c'est
son côté humain et son amour à l'humanité. Et parfois, hélas, il me casse la figure, parfois non, parce que c'est le monde et les gens sont comme ça. Mais c'est donc, c'était je crois que, sincèrement, que c'est cette visite à Cuba qui a créé quelque part tout ce que Glissant allait faire et dire plus tard. J'ai regardé encore toutes ces longues, tout, les côtés antillens, les côtés noirs, les côtés... Tout est venu de ça parce qu'on les trouvait, et on les trouve encore, des côtés de Cuba. Et donc, je crois que c'est... Je regarde. Je crois que c'est ça, la relation profonde de Glissant avec Cuba. Et que pour moi, il est allé plus loin que les autres. Parce qu'il y a des visiteurs cubains, des écrivains qui ont écrit des livres. Mais lui, à mon avis, c'est tout ce qu'il y a dans ses sentiments, dans ses théories, dans ses idées, dans sa philosophie. Ça s'est nourri de ses côtés cubains. C'est, on dit, les plus français des Cubains et les plus cubains des Français, peu importe. Édouard Glissant, c'était le plus cubain des Antillais et les plus Antillais des Cubains. Et cette relation, après, quand j'étais plus tard à Guadeloupe, la Martinique, je me rappelais toujours beaucoup de ces rencontres qu'on avait. Malheureusement, après, la vie est comme ça, et là, elle va d'un côté, là, on va de l'autre, et je n'ai plus revu ce grand personnage qui était en train de grandir spirituellement, professionnellement, et d'être reconnu. Très souvent, il y avait une dame qui avait fait un prix à la Martinique, une veuve très riche, mais qui donnait des prix à des écrivains des Antilles exclusivement. Donc je faisais partie avec l'Ecclésio, etc. Et très sincèrement, nous entendions tous un Nobel pour Glissant. Bon, il n'a pas eu, mais peu importe. Vous voyez le scandale des Nobel. Même les Nobel sont corrompus. Alors qu'est-ce que vous voyez? Ce n'est pas ça. C'est cette pensée qui nous sommes ici, sur cette pensée fraternelle, humaine, généreuse. Il avait de l'humour aussi. Je ne sais pas si vous l'avez fréquenté, mais il avait de l'humour, ce qui est très important. Et on peut être très bien, très généreux, pas d'humour du tout. Et c'est pas possible. Donc, c'était ce personnage d'une grande richesse qui a été pour moi aussi, quelque part, je suivais sans le savoir ou sans le vouloir, sans me rendre compte, les pensées de ces jeunes écrivains à l'époque, moi aussi j'étais bien plus jeune, que nous nous sommes rencontrés. C'est ça l'importance. C'est ça. C'est pour ça qu'être réunis ici, sous l'étoile, ou la lumière, pas l'étoile, parce que star, c'est une star de cinéma, c'est pas ça. C'est la lumière d'Édouard Glissant. C'est quelque chose d'extrêmement... Ne l'oublions pas dans ces temps difficiles que nous vivons, dans cette possible vie plus dure que je sens qu'on va avoir, grâce à M. Trump d'un côté. Réfléchir, lire, penser à ceux quelques hommes et femmes qui nous ont donné ces côtés de l'humanité
où le cœur bat, mais le cœur bat pas simplement pour la personne qui a ce cœur, mais le cœur bat aussi pour tous les autres. Je ne oserais pas dire frères et sœurs, mais pour tous les autres qui ont les mêmes rencontres, la même qualité d'esprit et de sentiments. Et c'est pour ça que s'il est au ciel, j'espère qu'il y a un ciel pour quelques gens extraordinaires. Je remercie Glissant de cette rencontre que nous avons eue et qui a été pour moi essentielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eduardo, pour ce témoignage d'une génération. Parce que vous, Édouard Glissant et vous, avez 2 ans d'écart. Au fond, c'est à peu près le même esprit, c'est la même période. Et de nous avoir fait réentendre le dialogue sur un air de jazz à Cuba, entre Eduardo Manet et Édouard Glissant, de nous avoir fait comprendre que vous avez grandi entre Max Brod et Karl Marx. Ce qui nous fait rejoindre justement une communication qui a eu hier sur le discours antillais et la pensée marxiste, mais non marxisante d'Édouard Glissant. Et je pense qu'Eduardo Manet est sans doute marxiste, mais non marxisant aussi. Quand on lit l'histoire que vous faites de Cuba, on le voit très bien. Et merci surtout d'avoir rappelé que Édouard Glissant était une sorte de chef de bande qui n'aimait que des amis et qui n'avait que des relations d'amitié avec les écrivains qui l'entouraient. Et c'est vrai que c'était une de ses qualités. Et merci aussi de nous avoir fait comprendre que Cuba a énormément compté dans l'œuvre d'Édouard Glissant, du point de vue du métissage, de la musique, de l'art. Et c'est vrai qu'un certain nombre de peintres, de sculpteurs cubains ont beaucoup compté dans l'œuvre d'Édouard Glissant. Et c'est bien de nous l'avoir rappelé. Oui, j'oublie de dire ça, effectivement. Oui, je pense à Wilfred Delam, par exemple. Donc, oui. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de tout cœur. S'il y a une ou deux interventions dans la salle, je voudrais demander à Eduardo Manet ce qu'il a pensé en fait du témoignage de René de Peste à propos de Cuba. Il y a quelque chose, c'est que je les ai rencontrés tous les deux plus ou moins avant. René était avant. Et curieusement, je ne me souvenais pas qu'il avait été comme moi membre de la milice militaire. Et moi aussi, au moment de l'invasion stupide de la baie des Cochons, je tournais un film, j'avais fait comment ça s'appelle, la post-production, le doublage. Et l'endroit du doublage était tout proche des bases militaires, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que si les Américains arrivaient, ils envoyaient des bombes et tout le monde était mort là. Donc, il y avait les acteurs, il y avait main, avec l'uniforme, et puis j'avais Kalachnikov. Le problème, c'est que je ne savais pas l'utiliser, et qu'à un moment donné, j'étais avec, justement, Alfredo Guevara et d'autres dans une réunion, je commence à trafiquer. Et heureusement, il y avait un militaire très jeune, 18, qui est venu. Il a pris me dit, vous étiez à 2 pas de tuer tout le monde. Et ça m'a terrorisé, et j'ai raconté ça à René, qui lui aussi il avait sur ça. Mais il avait une qualité qui ne dépendait pas de lui tellement, ou à moitié. René avait une femme dont tous les Cubains étaient tombés amoureux. Une grande beauté, lui, il ne faisait pas, il était très fier, mais au fond de cela. Et ces 2 personnages extrêmement différents, Glissant et René, mais je suis très heureux de voir qu'il conserve toujours le sens de l'humour et qu'il est vraiment... Bon, je ne connaissais pas avec la barbe aussi, je l'avais vu il y a très, 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 très longtemps à Paris, mais c'est ce côté
qui fait que les écrivains des Antilles, c'est, je dirais, presque une famille. Et pas simplement que ce soit des amis et des collègues et tout ça. Il y a quelque chose qui va au-delà simplement de ces rencontres. Dans ma tête, René et Édouard étaient des frères, comme Nicolas Guillen, qui était mélangé à tout ça. Et je crois que c'est ce côté des écrivains des Antilles qui fait que, pour moi, je me sens aussi plus proche d'eux que, hélas, certains collègues de Paris. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Édouard Domanet ou une réflexion ou deux? Oui, Ideiro. D'abord, permettez-moi de faire une petite publicité. Je viens de traduire René Dempestre, Alléluia pour une femme jardin. Je suis un peu fier de présenter aux Japonais René Dempestre avec, c'est pas seulement la traduction, mais aussi quelques pages de présentation de ce grand poète. La question est comment Monsieur Manet, comment il est parti de Cuba au moment des affaires Padilla. Et enfin, René Dempestre parle aussi de cela un petit peu. Est-ce que vous étiez à ce moment-là avec lui? Est-ce qu'il y a parce que je crois qu'il avait une grande illusion pour la révolution cubaine, mais en même temps, il a dû partir. Il a été très mal traité en France, surtout quand il est arrivé comme boursier à Paris. Et puis, il a été un peu chassé des deux côtés, de l'ouest, de l'est. Voilà, c'est la question que je vous pose. Comment, finalement, il est parti de Cuba? Si vous connaissez, vous êtes un peu au courant de sa propre expérience. Je n'ai pas très bien compris la fin, pardon. Non, la question, c'était comment vous êtes parti de Cuba? Moi? Oui. Non, René Dempestre. Mais est-ce que vous savez comment Dempestre, lui, est parti de Cuba? Parce qu'il y a eu les affaires Padilla. Padilla. Padilla au début de 70. Oh là là. Non. Je suis parti en 68, exactement en septembre. Et je vous le répète parce que comme j'étais à un moment donné le directeur du groupe de théâtre national, j'avais créé et dirigé, je faisais des films et j'allais souvent dans les pays des frères de l'Est. Et donc, spécialement la Pologne et surtout la Tchécoslovaquie. J'avais beaucoup d'amis, Ottomar Kreja, un grand, énorme metteur en scène, etc. Je savais très bien ce qui s'est passé. Donc, quand les chars russes sont rentrés, j'étais paniqué parce que je pensais à ce qui s'est passé en Hongrie, etc. Et puis, pardon, alors j'ai perdu un petit peu la... C'était quoi les restes J'ai quitté Cuba en 68. Et là, après, enfin, la question, c'était est-ce que vous savez dans quelles conditions est-ce que René Dempestre, lui, a quitté Cuba? Non. Non, mais je crois qu'effectivement, il avait signé les papiers pro Padilla. Ah oui, alors là, c'est tous. Tous étaient des ennemis à partir de ce moment-là, des fidèles. Padilla est mort. On ne devrait pas dire de mal de mort. Mais comme je dis, je vis dangereusement, je l'ai dit. Il a dit beaucoup de mensonges. Padilla, beaucoup de mensonges. C'est-à-dire que
pour être clair, j'étais à Madrid, et Padilla est venu, et je l'ai invité à dîner dans un très bon restaurant. J'avais un petit peu d'argent à ce moment-là. Il buvait beaucoup. Et à un moment donné, je le connaissais très bien. Hein. Et je connaissais aussi sa femme, qui est une femme formidable d'ailleurs, formidable, Belkis Kousamila. Et je lui dis, Padilla, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Parce qu'il avait raconté ceci exactement, qu'il y avait 2 policiers cubains qui l'ont mis dans une cellule et qui lui donnaient des coups. Un les envoyé et en disant un de ses vers, de ses poèmes. Déjà, c'est là, dans l'histoire de l'espionnage et de la violence, c'est déjà ésotérique des policiers qui apprennent les textes d'un poète pour les cogner et dire des vers de poète. Alors là, je dis, écoute, il me dit, écoute, j'étais là, et le caballo venir, le caballo fidèle, il m'a dit, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Fidèle a été, il n'en a dit jamais, je crois, dans la cellule, et il a convaincu. Et après, Padilla a accusé jusqu'à sa mère, je crois. Il a accusé sa femme aussi, mais il l'a pardonné parce qu'il l'aimait beaucoup. Après, il a trahi pour une autre femme plus jeune, mais c'est tout Padilla. Donc, évidemment, je n'ai pas signé. Pas simplement parce que, je vous dis, je vous répète, je quittais Cuba, mais pas comme exilé. Je voulais y retourner, je voulais... mais parce que je connaissais les poètes, et il était... comme poète, il avait certaines qualités, mais ce n'était pas un génie non plus, mais comme personne, il était tout ce que je déteste, alors, voilà.